Êtes-vous en train de boire de l'eau? Ou êtes-vous assis sur une chaise? Ne vous précipitez pas pour répondre. En réalité, votre corps boit bel et bien de l'eau, et vos fesses sont bien assises. Mais votre conscience et votre esprit, empreints de suffisance, ne sont plus là. À cet instant précis, votre esprit repasse peut-être en boucle la dispute que vous avez perdue avec votre famille hier. Ou anticipe les mauvaises nouvelles que le médecin vous annoncera lors de votre visite de contrôle demain, ou vous vous examinez peut-être simplement, en vous demandant « Je suis si vieux. Est-ce que ça sert encore à quelque chose d'écouter ces choses? » Vous voyez? Vous ne buvez pas d'eau, vous n'êtes pas assis. Vous êtes comme un fantôme suspendu dans les airs, observant froidement mon corps fonctionner mécaniquement sous l'œil d'une caméra de surveillance bruyante. Voilà pourquoi vous vous sentez seul. Que vous soyez entouré d'enfants et de petits-enfants ou au sein d'un groupe de danse country animé. Tant que vous vivrez dans le point de vue de cette caméra de surveillance, ce point de vue à la troisième personne contre lequel les neuroscientifiques et les philosophes nous mettent en garde. Cette solitude glaciale ne disparaîtra jamais. Car, dans cette perspective, vous êtes un observateur, un critique de cinéma, mais pas vous-même. Aujourd'hui, nous allons tenter quelque chose d'un peu risqué. Nous allons démanteler ce narrateur incessant dans votre tête, d'une manière qui pourrait vous mettre légèrement mal à l'aise, mais qui vous permettra assurément de retrouver toute votre lucidité. Nous allons vous sortir de cette froide salle de contrôle et vous réintégrer dans ce corps chaleureux, chaotique, mais bien réel. Parlons d'abord de ce piège qui a égaré d'innombrables personnes intelligentes, le cerveau humain, dont nous sommes si fiers. Nous considérons toujours le cerveau comme un organe dédié à la pensée. Un miracle de l'évolution. Oui, c'est un miracle, mais c'est aussi une illusion. Les neurosciences modernes ont depuis longtemps découvert ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut, ou RMP. Cela semble très technique, mais en réalité, c'est l'économiseur d'écran de veille du cerveau. Lorsque vous n'êtes pas concentré sur une tâche précise, comme enfiler une aiguille, couper des légumes ou faire de la comptabilité, ce réseau RMP prend automatiquement le contrôle de votre cerveau. Et que fait-il une fois qu'il a pris le contrôle? Il se met à raconter des histoires, à construire frénétiquement le concept de soi. Il prend des fragments de vos souvenirs passés, les remanie, y ajoute une musique triste et vous persuade que votre vie a été particulièrement difficile. Ou bien il amplifie vos craintes concernant l'avenir et écrit un film d'horreur sur une vieillesse morne. Dans cet état, vous ne vivez pas, vous êtes vécu. Vous êtes comme assis au dernier rang d'une salle de cinéma, regardant à l'écran quelqu'un qui se nomme « moi », jouant maladroitement la comédie. Alors, vous vous envoyez frénétiquement des commentaires intérieurs. Tu as fait une erreur, tu n'aurais pas dû dire ça, tu es ridicule. C'est la tyrannie de la perspective à la troisième personne. Réfléchissez-y, n'est-il pas plus facile de tomber dans cet état en vieillissant? Quand on est jeune, le travail nous oblige à nous concentrer. Et les indicateurs de performance nous poussent à résoudre les problèmes individuellement. À cette époque, on n'a pas le temps d'être seul, on est juste fatigué. Mais une fois à la retraite, avec le temps libre, la pression extérieure disparaît, et ce satané mode par défaut de notre cerveau se déchaîne complètement. On s'assoit sur le canapé, télécommande en main, complètement inconscient de ce qui passe à la télévision. L'esprit s'est déjà envolé, perdu dans les regrets d'antan, dans la peur de la mort. C'est ce qu'on appelle la distraction. Les anciens caractères chinois sont vraiment venimeux. Si l'âme n'est pas dans le corps, la maison et le corps sont vides. Comment ne pas se sentir froid et seul? Alors, cessez de reprocher à vos enfants de ne pas rentrer souvent et cessez de reprocher à votre conjoint de ne pas comprendre votre cœur. Même si votre entourage gravite autour de vous quotidiennement. Tant que vous restez bloqué dans une perspective extérieure, vous ressentirez toujours une barrière. C'est parce que vous les observez aimer ce corps, sans faire l'expérience de l'amour vous-même. Il y a une différence de dimension,
une différence aussi immense que la distance entre l'enfer et la terre. N'est-ce pas une impasse? Notre cerveau a évolué pendant des millions d'années pour nous donner la capacité de simuler le futur et de réfléchir au passé, mais aujourd'hui, cette capacité se retourne contre nous, nous empêchant de goûter au moindre instant de paix. N'ayez crainte, puisqu'il s'agit d'un piège tendu par le cerveau, nous devons nous libérer de sa logique. À ce stade, nous devons faire appel à un vieil ami, non pas un scientifique, mais un vieux moine grognon d'il y a plus de 1000 ans, le maître Zen Zhaozhou. Il existe un koan zen célèbre intitulé « Va boire du thé », où un moine nouvellement arrivé était assailli de questions profondes. Qu'est-ce que le Bouddha? Que signifie la venue du patriarche d'Occident? Comment puis-je me cultiver pour éviter la souffrance? Observez ce moine. Vu de l'extérieur, c'est une victime typique. Il ne vit pas dans le présent. Il est prisonnier de l'idée qu'il veut devenir un Bouddha. Il s'interroge sur son état actuel, se sentant insuffisant et aspirant à devenir un meilleur Bouddha. Comment le maître Zen Zhaozhou a-t-il réagi? Il n'a pas cherché à le raisonner, ni à débattre de philosophie, mais lui a simplement dit « Va boire du thé ». Beaucoup interprètent cela comme une affirmation selon laquelle l'esprit ordinaire est la voie, ce qui est trop littéraire. Essayez d'imaginer la scène, il y a 1000 ans. Il n'y avait pas de fontaine à eau à température contrôlée, et le thé était probablement brûlant. Au moment où le moine prit sa tasse, le thé brûlant toucha ses lèvres, brûlant. Et à cet instant précis, un miracle se produisit. En une fraction de seconde, son idéal de Bouddha, son angoisse quant à sa capacité à atteindre l'éveil, son enchevêtrement entre passé et futur. Tout s'évanouit instantanément. Sa conscience était, cette chaleur intense, brutale et inconditionnelle, s'abattit de la salle de surveillance à distance et s'abattit fermement sur ses lèvres. Son point de contact direct. Dans cet instant brûlant, il n'y avait ni observateur, ni observé, seulement une chaleur pure. À cet instant, l'âme retourna à sa demeure. À cet instant, elle n'était plus seule, car elle fusionnait avec l'univers entier dans la douleur. Voilà le véritable sens de « aller boire du thé ». Il ne s'agit pas de l'élégance de la dégustation du thé. Il s'agit d'utiliser une forte stimulation sensorielle pour briser le réseau du mode par défaut, RMP, du cerveau, toujours en ébullition. Comprenez-vous maintenant? La raison de notre souffrance est que nous nous fions trop à notre pensée et négligeons nos sens. Nous avons développé un cortex cérébral excessivement sophistiqué pour réprimer et interpréter nos sensations primaires. Nous ne ressentons plus le froid. Nous sommes gênés par la météo. Nous ne ressentons plus la douleur. Cette maladie va-t-elle ruiner mes économies? À ces sensations primaires s'ajoutent d'innombrables récits et jugements subjectifs. Ces récits sont la source de notre souffrance. Xuanzi l'avait compris depuis longtemps. Il parlait d'être terne comme une poule en bois, de marcher comme un arbre desséché, et d'avoir le cœur comme des cendres. Ces expressions peuvent aujourd'hui paraître insultantes ou des signes de démence. Mais elles représentent un état d'être très élevé. Cela signifie que l'esprit ne se disperse plus vers l'extérieur, qu'il ne s'occupe plus à juger le monde qui l'entoure ou lui-même. Mais qu'au contraire, comme un poing qui se serre, il se recentre sur lui-même. Avez-vous déjà observé un chat? Les chats ne sont jamais seuls. Un chat allongé sur le rebord d'une fenêtre, prenant un bain de soleil, se prélasse simplement au soleil. Un chat ne se demande pas. La lumière du soleil est-elle trop forte? Ma fourrure est-elle assez belle au soleil? Le chien du voisin se moque-t-il de moi? Les chats vivent éternellement à la première personne. Leur queue frémit, et ils sont dans cette queue. Leur ronronnement résonne. Et ils sont dans ce ronronnement. Ils ne sont pas séparés, donc ils ne sont pas seuls. Nous autres humains, en revanche, êtres les plus intelligents, sommes devenus la risée de tous. Nous nous promenons dans le parc, les yeux rivés sur les fleurs, l'esprit en train de calculer nos pensions de retraite.
nous mangeons du porc braisé, le cœur préoccupé par le cholestérol. Physiquement présents, nous sommes pourtant mentalement à des millions de kilomètres. Cette séparation durable entre le corps et l'esprit est en réalité une sorte de schizophrénie chronique. Comment ces personnes pourraient-elles ne pas ressentir de vide intérieur? La question est donc la suivante. Maintenant que nous connaissons la racine du problème, une introspection à la troisième personne, où est le remède? Devrions-nous tous nous ébouillanter la bouche ou régresser à l'état de chat? Bien sûr que non. Nous avons tous une dignité humaine et des méthodes, mais celle-ci risque de vous démotiver car elle est si simple que votre cerveau la rejettera instinctivement. Cette méthode vise à capter l'attention. Il faut savoir que l'énergie du cerveau est limitée. Les neurosciences ont fait une découverte particulièrement intéressante. Lorsque nous nous concentrons sur des expériences sensorielles externes comme la vue, l'ouïe, le toucher et le goût, l'activité du réseau du mode par défaut, RMP, responsable des pensées aléatoires et du sentiment de solitude, chute brutalement. Physiologiquement, c'est comme une bascule. Si un côté est élevé, l'autre est forcément bas. Le meilleur moyen de vaincre la solitude n'est donc pas de socialiser ou de chercher la validation dans la foule, cela ne fait généralement qu'accentuer la solitude en déclenchant un mécanisme d'évaluation sociale plus puissant, mais de faire quelque chose d'extrêmement simple, d'extrêmement concret et d'intensement tangible, comme faire la vaisselle. Ne riez pas, je suis sérieux. La prochaine fois que vous aurez fini de manger, ne vous précipitez pas pour jeter la vaisselle dans l'évier et ne lavez pas la vaisselle en écoutant les informations ou en pensant à autre chose. Essayez de considérer la vaisselle comme une opération chirurgicale, un moment de ressourcement. Dès que vous ouvrez le robinet et que vous y plongez la main, demandez-vous si l'eau est froide ou chaude. Quelle est la sensation de l'eau qui coule entre vos doigts? Entendez-vous le léger crépitement de la mousse onctueuse du liquide vaisselle qui se répand dans votre paume? Le bruit sec des assiettes et des bols qui s'entrechoquent. Pouvez-vous simplement l'écouter sans le qualifier de bruyant? En vous concentrant intensément sur la sensation entre vos doigts, vous serez surpris de constater que le bavardage incessant de votre esprit s'est tu. Celui qui s'inquiète toujours pour l'avenir, celui qui regrette toujours le passé, a soudainement disparu. À cet instant, il n'y a plus qu'un être vivant qui fait la vaisselle. Une action pure, un retour à la première personne. Dans cet état, point de solitude, seulement la plénitude de l'instant présent. Même si cela ne dure que quelques minutes. Pendant ces quelques instants, votre âme réside véritablement dans ce corps. Prenez la marche, par exemple. Nous autres, modernes, avons oublié comment marcher correctement. Nous marchons pour arriver à destination, ou pour faire de l'exercice. C'est aussi de la téléologie, un mode de marche à la troisième personne. Essayez une autre façon de marcher. Inutile d'aller dans un parc. Marchez simplement dans votre salon ou sur le sol en béton de votre rez-de-chaussée. Concentrez toute votre attention sur la plante de vos pieds. À chaque pas, sentez votre talon toucher le sol en premier, puis la plante du pied, et enfin vos orteils s'agripper au sol et prendre appui. Sentez la dureté du sol, sentez le rebond de vos chaussures. Si vos pensées vagabondent, par exemple si vous pensez à ce que vous allez manger ce soir, c'est normal. C'est la tendance naturelle du cerveau. Suivez-la simplement. Tiens, je pensais à quelque chose. Ramenez ensuite votre attention avec force sur la plante de vos pieds. Comment appelle-t-on cela? Le taoïsme appelle cela les pas du lotus et le bouddhisme la méditation en marchant. Il ne s'agit pas de s'habiller comme un bouddhiste laïque et de tenir un chapelet pour pratiquer une activité spirituelle. Le simple fait de ramener votre esprit, qui flottait initialement dans les airs, à vos sens suffit à pratiquer. Je sais qu'en entendant cela, votre esprit critique risque de se remettre en marche et de s'emporter pour réfuter cette idée. À quoi bon? Faire la vaisselle ou aller me promener ne peuvent pas guérir ma solitude. Mes enfants ne sont pas encore à mes côtés et mon corps continue de vieillir. Ces faits objectifs ont-ils changé? Voyez-vous,
C'est la partie la plus rusée du cerveau. Elle essaie de vous faire croire que le bonheur ne peut venir qu'en changeant votre environnement extérieur, mais c'est un mensonge. Même si votre enfant est assis en face de vous tous les jours. Si votre esprit n'est pas pleinement présent, vous ne ferez que critiquer sa posture, sa coiffure et son attitude au travail. Un fossé immense restera entre vous. Même si votre corps a retrouvé sa jeunesse, si vous continuez à vivre de l'extérieur, vous vous inquiéterez toujours de la durée de cette jeunesse et vous la gaspillerez dans l'anxiété. Les faits objectifs extérieurs sont immuables. La naissance, le vieillissement, la maladie et la mort sont des lois naturelles, et le départ des enfants du foyer est une norme sociale. Mais la façon dont vous vivez ces faits dépend de vous. Lorsque vous vivez de l'extérieur, le vieillissement est une tragédie, un processus raté qu'il faut juger. Lorsque vous vivez de l'intérieur, le vieillissement n'est qu'une succession de sensations. Si vos articulations sont un peu raides, bougez lentement. Si votre vue se trouble, observez-la attentivement. Ce n'est qu'un phénomène, ni bon ni mauvais, ni tragique. Lorsque vous vivez de l'extérieur, la solitude est synonyme d'abandon, d'un vide désolé. Quand on vit à la première personne, la solitude est une immense liberté. On peut enfin cesser de se soucier des sentiments d'autrui, se concentrer uniquement sur le bruissement du vent dans les feuilles dehors, savourer l'arôme d'une tasse de thé. C'est un changement de perspective, non pas une réflexion, mais une action, une expérience vécue pleinement par les sens. On dit souvent qu'on utilise le faux pour cultiver le vrai. Ce corps est illusoire et finira par se décomposer. Ce monde est lui aussi comme un rêve, une bulle. Mais avant de vous éveiller de ce rêve, vos sens sont la seule corde à laquelle vous pouvez vous accrocher. Une extrémité de cette corde est liée à votre âme éphémère, l'autre à la réalité de l'instant présent. Si vous lâchez prise et laissez votre esprit vous emporter dans le passé et le futur fantasmé, vous n'êtes plus qu'un fantôme solitaire. Même assis sur le trône, vous serez seul. Si vous vous agrippez fermement à cette corde et saisissez pleinement chaque contact, chaque son, chaque image du moment présent, vous êtes un Bouddha immobile. Même au cœur du désert. Vous serez parfaitement complet. Ne vous laissez plus berner par ce metteur en scène qui vous observe à la troisième personne. Sa pièce mélodramatique sur votre vie, aussi touchante soit-elle, n'est pas réelle. La vraie vie, c'est seulement cet instant, ce lieu, cet être même. Peut-être trouverez-vous cela trop difficile. Habituez-vous à être spectateur Rice. Se retrouver soudainement sous les projecteurs en tant que protagoniste peut provoquer le trac, un malaise et une résistance de votre cerveau. Vous tentant constamment de revenir à ce mode d'observation familier, certes confortable, mais douloureux. C'est normal, c'est un long combat. Vous n'avez pas besoin de devenir un saint du jour au lendemain, ni de maintenir une pleine conscience 24 heures, 24 et 7 Vous avez simplement besoin de, chaque jour, dans ce moment de solitude intense et de vide abyssal, de vous réveiller brusquement, de freiner net et de vous dire, stop, ce narrateur divague encore. Puis, prenez n'importe quoi à portée de main, même une orange, épluchez-la. Regardez les minuscules bourgeons et feuilles qui éclosent, humez l'arôme piquant et rafraîchissant. Portez un quartier à votre bouche, croquez-le et sentez le jus aigre d'eau exploser sur votre langue. À cet instant précis, demandez-vous, où est ma solitude? Vous constaterez qu'à cet instant précis, la solitude ne trouve aucun refuge, car elle a besoin de. Le temps fermente, les concepts se construisent, mais dans la pure essence du moment présent. Il n'y a ni temps, ni concept, seulement une force vitale vibrante. Nous passons notre vie à courir à travers le monde, fuyant en réalité notre foyer. Pour la gloire, pour les apparences. Pour répondre aux attentes d'autrui, nous chassons notre âme de notre corps, la laissant errer dans le vide. Il est temps de rentrer. Ce foyer ne nécessite ni billet, ni voyage. Il est en vous. Entre vos respirations, n'attendez pas le dernier instant de votre vie, allongé sur un lit d'hôpital,
d'être ramené de force à votre corps par la douleur. Pour découvrir avec regret que vous n'avez jamais vraiment vécu, mais seulement rejoué une vie entière dans votre esprit. Maintenant, où que vous soyez, essayez de respirer profondément. Ne vous contentez pas d'inspirer. Sentez le frottement de vos narines contre les parois internes, la légère tension de votre poitrine qui se gonfle comme un ballon. La chaleur de l'air qui quitte votre corps. Si vous le ressentez, félicitations. En cet instant, vous n'êtes ni dans le passé, ni dans le futur, ni sous le regard des autres. Ni prisonnier d'une routine solitaire. Vous êtes chez vous. Cette sensation est peut-être éphémère, et votre esprit risque aussitôt de se demander « À quoi bon ?» Ignorez-le. Souriez et concentrez-vous sur votre prochaine respiration ou versez-vous un verre d'eau chaude.